vraiment partager. Monsieur le Président, honorable assistance, merci. Tout d'abord, je souhaite remercier le CNES pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer et de vous exposer notre modeste expérience s'agissant des partenariats réalisés par Sonalgas dans le domaine industriel et des services. Je m'appelle Monsieur Fannan Hassan. Je suis chargé au niveau de Sonalgas du développement industriel et de l'intégration nationale. Oui, oui. Donc, au niveau de Sonalgas, en temps de la présentation, étant donné l'envergure des plans de développement de nos filiales, nous avons lancé entre 2012 et 2015 un certain nombre d'appels d'offres pour l'acquisition des équipements pour répondre à la demande du développement de nos capacités de production, de transport, de répartition et de distribution, notamment dans la partie énergie électrique. Donc, nous avons utilisé ces appels d'offres pour faire une stratégie qui consiste d'abord à lotir les appels d'offres. On n'a pas fait des clés en main. On a loté les appels d'offres en services et différents types d'équipements. Et nous avons obligé les soumissionnaires qui avaient participé à ces appels d'offres d'investir en partenariat avec Sonalgas et ou des entreprises du secteur économique national. Donc, de ces appels d'offres, nous avons pu réaliser 5 JV. Passez la présentation est là. Dans le domaine, d'abord, dans la partie production des centrales électriques, donc, nous avons le bloc de puissance. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a un problème avec le... C'est dommage. Excusez-moi, monsieur. Mais je vous parle des choses que je connais peut-être. Si, de plein écran. Donc l'objectif désolé pour ce temps. Donc l'objectif à signer à ces partenariats internationaux, c'est d'abord la domiciliation de la fabrication d'équipements technologiques complexes en Algérie, l'accompagnement des plans de développement des filiales, créer des activités structurantes permettant le développement de la sous-traitance, réduire les facteurs de dépendance à travers la maîtrise de la technologie et du transfert de savoir-faire et de savoir, développer la capacité nationale d'études de recherche fondamentale de recherche et développement, créer des emplois et créer la valeur ajoutée localement, contribuer à la création d'emplois durables, maîtriser les coûts bien entendu, et puis satisfaire la demande du marché national en priorité et exporter les excédents de produits et de services.
Donc, comme je l'ai dit, nous avons un partenariat avec General Electric situé à Ignagout, à Batna. Donc, c'est un complexe industriel de 20 hectares qui comporte 4 usines. La première est destinée à la fabrication de turbines à gaz d'une puissance de 100 à 300 MW. La deuxième usine, c'est la fabrication de turbines à vapeur de 50 à 160 MW. La troisième usine, c'est la fabrication des alternateurs. La quatrième, c'est la fabrication des systèmes de contrôle de commande. Donc, cette usine porte le nom de General Electric Algeria Turbines. Donc, la répartition du capital, c'est 51% pour Sonelgaz, 49% pour GE. Donc, la mise en service du complexe a été faite le mois d'octobre dernier. Nous avons déjà livré 2 turbines à gaz pour une de nos filiales. Le deuxième projet concerne la création d'une société, un partenaire international avec des Sud-Coréens dans le domaine de l'engineering, du procurement et de la construction. Le but de cette JV est la maîtrise de l'engineering de conception et de détail, et ce qui permettra le développement d'un tissu national autour de cette JV comme étant un intégrateur, et qui favorisera l'émergence de sociétés de travaux et de fabrication. Donc cette JV est mise en place. Donc les partenaires sont Hyundai et POSCO actuellement, c'est l'ex-Daewoo. Donc actuellement, l'entreprise s'affaire à transformer 6 sites de production d'électricité de 160 MW chacune, c'est des centrales mobiles, en les transformant en des centrales fixes au niveau du sud du pays. Il y a aussi une centrale qui est prise en charge par cette entreprise d'une capacité de 1300 MW au niveau de Biskra. L'autre partenariat consiste en la fabrication de chaudières de récupération et échangeurs thermiques. C'est une entreprise qui est située à Relizane. Nous avons récupéré des actifs de l'ex-Chaudral, une entreprise qui dépend du groupe Imetal. Donc, cette entreprise, pourquoi le choix de cette entreprise? Parce qu'à l'origine, ce site était destiné justement à fabriquer des chaudières de grande puissance. Donc, nous avons saisi l'actif qui existe là-bas, les équipes, plutôt l'infrastructure et quelques parties des équipements. Et nous avons fait un partenariat avec une société sud-coréenne qui s'appelle BHI pour la fabrication de ce chaudière. La société est en activité à partir du mois de septembre 2019. Donc, nous sommes actuellement en train de fabriquer des parties non soumises à pression des chaudières de récupération. Et puis, le maintien de l'activité de Chaudral. Nous avons repris l'activité de Chaudral avec son personnel. Donc, c'est le troisième projet. Le quatrième projet, c'est la fabrication de transformateurs de grande puissance. C'est un projet aussi important. Donc, la destination du projet est au niveau d'Azazga à Tizi Ouzou. Nous avons fait participer l'entreprise électro-industrie, ex-Enel, qui, elle, fabrique des transformateurs de distribution. Ce partenariat le permettra de s'hisser en compétences et en expertise. Donc, ce partenariat se fait avec une entreprise indienne qui s'appelle Vijay Electrical Limited. Donc, la société a été créée. En ce moment, l'usine est en phase de construction. La mise en service est prévue pour le deuxième trimestre de 2022. On va fabriquer des transformateurs de grande puissance qui vont de 40 MVA jusqu'à 300 MVA à raison d'environ une centaine d'unités par an. Là aussi, on prévoit de satisfaire la demande du marché national et bien entendu l'exportation. Il y a une partie des produits qui vont être exportés. Nous avons une autre JV, c'est celle dans le domaine de la fabrication des isolateurs, toutes tensions confondues, avec des partenaires français au niveau de Boumerdes, exactement dans la région de Tenia. Là aussi, nous avons récupéré des actifs. Il y a une usine qui appartient au groupe Enava, qui a des actifs qui n'étaient pas utilisés. Donc, nous avons utilisé cette usine pour lancer la fabrication d'isolateurs techniques. Cette entreprise, pour vous informer, fabriquait
du fer de laboratoire, du verre ordinaire. Donc là aussi, elle va être, on va essayer son expertise et son savoir-faire pour qu'elle fabrique du verre technique destiné aux lignes de transport et de distribution. Donc le projet est en cours, la société est créée. En ce moment, nous sommes en train d'opérer des aménagements au niveau de cette usine. Et si tout va bien, les premiers isolateurs sortiront au dernier trimestre de cet exercice. Le projet est en deux phases. Nous avons d'abord une partie assemblage qui va se faire d'ici la fin de cette année. Et puis, aux horizons de 2023 à 2024, nous allons fabriquer l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la fabrication du diélectrique en verre jusqu'à les autres composants qui composent cet isolateur. Donc, ça va être, nous aurons aussi la construction d'un four de 40 tonnes, qui permettra la fabrication d'environ 2 millions d'unités par an. Les besoins de nos filiales sont autour de 50% du niveau de production à peu près, bon en mal an. Le reste sera exporté à travers le réseau international de nos partenaires étrangers. Donc, dommage, j'ai une présentation qui illustre ces équipements qu'on va fabriquer bientôt, Inch'Allah, en Algérie. Je vous laisserai la présentation par la suite pour les personnes qui souhaiteraient y jeter un regard. Voilà donc notre modeste expérience au niveau du Sonelgaz. Cela étant dit, c'est vrai que ça n'a pas été chose aisée de monter ces partenariats. Depuis les négociations, on a mis beaucoup de temps justement pour négocier à bon terme ces partenariats et pour arracher le maximum de concessions auprès de nos partenaires. Donc il faut comprendre que ces partenariats sont des partenariats technologiques. Donc le transfert des technologies est sans incidence financière. Nous, ce qu'on a offert sur le marché, nous avons donné des garanties sur le marché et l'opération se passe bien pour celui de Jihad, par exemple. La formation des Algériens s'est faite, donc c'est la grande majeure partie du personnel est un personnel local qui a été formé dans les usines de notre partenaire à travers le monde et aussi sur site. Donc nous sommes sur des proportions où la généralisation de l'encadrement est pratiquement mieux que ce qui était déjà planifié au départ. Voilà, donc les projets, par la suite, bien sûr, nous avons des soucis avec le côté administratif et tout ça. Il y a eu des lenteurs, il y a eu des obstacles, mais doucement, on arrive tout doucement à surmonter ces obstacles par la persévérance et par le dialogue avec les parties concernées. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les partenariats. Je pense que cette expérience vous permettra d'avoir une idée sur le partenariat engagé par Sonelgaz. Comme je l'ai dit, ces partenaires sont des partenaires qui sont initiés par Sonelgaz. Nous avons associé des entreprises nationales dans certains d'entre eux. Merci beaucoup pour votre aimable attention et bon courage. Je peux récupérer Merci. Donc, merci Stéphane. Merci pour le partage de ces expériences de Sonelgaz en termes de montage de JV. Et j'inviterai M. Yassine Bouhara, qui, pour le rappeler, est président donc, de tel groupe, qui sont présents en Algérie, mais également aux Émirats Arabes Unis et je pense aussi en Suisse. Voilà. Donc, si Yassine, je ne sais pas si vous nous écoutez. Vous arrivez à nous entendre? Excellent. Donc, c'est à vous, allez-y. Marhaba. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité et de participer à ces sessions du CNES. J'aimerais spécifiquement aussi saluer le président Dr Tir et de le remercier aussi pour cette invitation. Donc, j'ai écouté avec attention les différentes présentations qui ont été faites depuis ce matin, notamment les différentes modalités autour des pratiques associées avec les joint ventures ou les partenariats internationaux. Et le but de cette présentation, c'est parler de l'investissement direct étranger,
tout en sachant que les joint ventures ou les partenariats sont une des formes d'investissement direct étranger qui concerne notre pays. Donc j'ai une petite présentation que je vais mettre en avant. Juste une seconde. Donc quand on parle d'investissement direct étranger, la question est, quels sont nos objectifs en termes d'attractivité de capital étranger. Et la question c'est pourquoi voulons-nous attirer du capital étranger et pourquoi est-ce que les étrangers seraient intéressés à investir dans notre pays. Je vais donner un exemple d'un pays similaire au nôtre, un pays qui s'est positionné comme interface entre l'Europe et l'Asie, c'est la Turquie. Et j'aimerais juste, en termes de modalités, et c'est toujours intéressant de regarder des exemples comparatifs, de regarder, là, j'ai positionné un chart de PIB par habitant en Purchasing Power Parity, en dollars constants internationaux, des années 90 jusqu'à, grosso modo, 2016. Comme vous voyez, j'ai listé le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et la Turquie. Vous voyez, au milieu des années 2000, au début des années 2000, la Turquie a fait un bond substantiel, qui a continué d'ailleurs après 2016, et qui continue encore aujourd'hui, malgré la dévaluation des livres turcs et les soucis économiques et financiers de la Turquie. On voit en fait... Si Yassine, excusez-moi une petite seconde, il y a un petit problème dans l'affichage, je pense qu'il y a peut-être matière à... Parce qu'ici, on n'arrive pas à lire les slides. Hein. Ah, d'accord. Voilà, c'est pas clair. Allez-y, allez-y. Merci. Là, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Oui, c'est très bien, c'est lisible. Merci. Donc, je continue. La Turquie a fait un saut qualitatif, mais qui a été fait d'une manière relativement bien structurée avec différentes modalités. Bien entendu, l'intégration dans l'union douanière européenne a été un atout, la réintégration de la diaspora, les infrastructures nécessaires pour positionner la Turquie comme interface entre l'Asie et l'Europe. Et en fait, tout cela n'est pas dû à un fait du hasard ou juste des choses circonstancielles. Et je pense que c'est intéressant de nous inspirer de ce que la Turquie a fait dans un sens. Et je vais approcher un certain angle dans cette présentation qui va retracer certains points. Je ne vais pas parler spécifiquement de la Turquie. Quand on parle de développement de fonds ou d'investissement direct étranger, le meilleur moyen pour moi de le présenter, c'est de prendre un exemple concret, mais d'abord de parler du fait que le mode économique algérien, qui est fondé sur une grande hydrocarbure, a maintenant atteint ses limites. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Yassine, excusez-moi, je vais vous interrompre une deuxième fois. Je pense qu'il y a un petit souci avec l'affichage. C'est carrément illisible. Hein. Voilà, là, comme ça c'est mieux. D'accord. Voilà, merci. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails. De toute façon, la présentation sera disponible sur le site du CNES. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de variations économiques, des mouvements des prix du pétrole et autres. Mais il est clair et net, et je pense que c'est la compréhension maintenant de tout le monde qui est concerné par l'Algérie, que ce soit la population, les pouvoirs publics, les acteurs économiques. Tout le monde comprend que l'Algérie a besoin de se diversifier. J'aimerais toucher un point assez particulier sur la diversification qui est, nous avons tendance à vouloir nous diversifier quand le pétrole baisse, et nous avons tendance à ralentir nos intérêts de diversification quand le pétrole monte. Si Yassine, je vais vous embêter encore une fois. Pardon. Est-ce que c'est possible de passer en mode diapo? En plein écran. Comme ça. Je vais essayer. Si c'est possible, merci. Pas de problème. Je sais pas. Là, ça a complètement sauté. Hein. Excellent, excellent.
Monsieur Bouhara, je pense qu'on vous a perdu. Allô? Oui, Là, vous m'entendez? oui, là oui. Ok, ben, je vais essayer encore une fois. Donc, ce que je voulais dire spécifiquement, c'est... Ouais, c'est très bien. Là, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, très bien, très bien. Ah, ok. Donc le manque de... En fait, on ne voit plus parler du développement économique algérien et cela intègre aussi l'activité énergétique. Quand on parle aussi d'activité en Algérie, on a tendance à sous-estimer certaines dimensions d'autres activités que l'énergie. Et je vais prendre un point qui est souvent controversé, c'est l'agriculture algérienne. Je vous donnais les chiffres de 2018. En 2018, l'Algérie a produit environ 1 million de tonnes de dattes. Nous sommes le 4e producteur mondial après l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Iran. 240 000 tonnes d'abricots, par exemple. Nous sommes aussi le 4e producteur mondial. Nous sommes le 4e producteur mondial de figues, 5e d'artichauts, 6e de pastèques, 6e d'olives, et nous sommes top 20 dans différents produits tels que les olives, les oranges, les oignons, les pommes de terre et autres. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des acteurs économiques algériens n'ont pas cette perception, et surtout les investisseurs étrangers n'ont aucune compréhension de la dimension de l'agriculture algérienne telle qu'elle est aujourd'hui, même si je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle et dans le webinaire, nous sommes tous d'accord que le potentiel agricole algérien est bien supérieur à ce qu'il produit aujourd'hui. Ce qui est notable de mettre en avant, c'est le manque de transformation ou d'activité de transformation autour du développement agricole algérien et le fait que nous n'attirons très peu d'investissements étrangers à l'intérieur de toute la transformation structurelle qui pourrait se mettre en place. La question aussi, c'est, au-delà de notre demande de consommation intérieure, est-ce qu'il existe un marché extérieur dans lequel nous pourrions agir? Et plus important, est-ce que nous pourrions agir en tant qu'exportateurs, soit de produits bruts, soit de produits finis, de manière compétitive et de continuer à avoir une croissance très forte dans ce domaine? Ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de prendre un exemple. Nous avons beaucoup de partenaires économiques, différents pays avec lesquels l'Algérie travaille bien. La question, c'est de prendre un en exemple et d'avancer. Et pour ce cas, j'ai choisi de regarder la situation spécifique de la relation économique entre l'Algérie et la France. De mon point de vue, il existe différentes choses qui doivent être mises en place pour pouvoir catalyser. Je vais rentrer en plus de détails sur cette relation assez spécifique qui a aussi beaucoup d'émotionnalité historique. Mais je pense que, comme toutes les personnes du CNES, nous sommes en train de regarder de l'avant et non pas en arrière. Déjà, supprimer certaines barrières au développement commercial de deux pays, c'est un point qui est très important. Je pense que c'est valide pour toutes les activités d'investissement direct étranger qui vont être catalysées par l'activité économique. Bien entendu, il faut mettre en place toutes les infrastructures de transport, d'énergie, des flux humains, des produits et services, tout type de politique additionnelle en matière de recherche, enseignement supérieur et innovation, développer surtout les marchés financiers régionaux, encourager une vision partagée de la mobilité des personnes. Donc les déplacements, c'est un moteur de développement économique et social, et bien entendu renforcer les capacités d'accompagnement financier et les stratégies des entreprises et des entrepreneurs de la région. Il faut créer un climat d'investissement favorable entre les deux pays qui permettent le développement de stratégies d'investissement inclusives. Donc il faut aussi que tout le monde se sente concerné, et bien entendu des stratégies qui maximiseront l'impact sur l'emploi, le développement territorial, et tout ça des deux côtés, et non pas juste de manière unilatérale. Quand on regarde le cas français, et je pense que ça s'applique à beaucoup, mais le cas français est unique, il faut bien comprendre les liens extrêmes qui existent entre les deux pays. Alors déjà, comme vous le savez, 14 millions d'Algériens, plus ou moins, maîtrisent la langue française, donc nous sommes le deuxième pays francophone au monde. C'est déjà un élément linguistique qui nous connecte. Nous avons environ 900 000 émigrés algériens en France, dont 32 000 étudiants. Avant le Covid et les restrictions de déplacement, nous avions 4 et 5 millions de passagers par an.
il y a plus de 450 entreprises et entrepreneurs français établis en Algérie. Mais la diaspora algérienne va au-delà de ça. Les liens, c'est grosso modo 7 millions de personnes, dont 1,1 million de binationaux algéro-français. Pourquoi c'est important? Je vous invite à regarder la case à droite en bas. Il y a grosso modo 8 millions d'Algériens, 20% plus ou moins de la population algérienne, qui vivent dans une vingtaine de pays, dont une majorité dans l'Union européenne. Le pouvoir d'achat moyen de cette population est de 3-4 fois supérieur à celui de la population algérienne, vu que la grande majorité de l'immigration algérienne se fait vers des pays qui sont plus riches que l'Algérie. Si on le regarde conceptuellement, le pouvoir d'achat de cette population est équivalent, ou sinon plus large, que le marché algérien lui-même. La première opportunité qui existe pour l'Algérie, c'est d'attirer des investisseurs, bien entendu, mais surtout de considérer cette population comme une clientèle. C'est une clientèle parce que c'est un marché. C'est un marché énorme. C'est un marché qui a la taille du marché algérien. C'est un marché proche de nous. C'est un marché culturellement compatible et surtout émotionnellement lié. Quand on regarde les différentes diasporas ou les groupes de population qui existent dans les pays étrangers, la diaspora chinoise consomme chinois, la diaspora turque consomme turc, la diaspora algérienne, et aussi le reste de la diaspora maghrébine, consomme français, ne consomme pas algérien, parce que les produits algériens ne sont pas disponibles sur ce marché. Donc la première opportunité, ce n'est pas d'essayer de vendre de la confiture d'abricots à des Suédois, même si probablement on a des très bons abricots, mais le premier axe de déploiement, c'est de déployer toute la production nationale de produits finis et de certains services à destination d'abord de notre population à l'étranger, qui, par effet de mimétisme, va pouvoir développer des activités ou développer des produits qui vont être consommés par d'autres personnes. Je donne une anecdote, j'habitais à Londres pendant 18 ans, à côté de chez moi, une fois que la Pologne est rentrée dans le marché commun, donc à partir de, je crois que c'était 2004, au traité de Nice, soudainement la population polonaise du Royaume-Uni a explosé. À côté de moi, il y a une supérette, elle est devenue une supérette polonaise, il y avait des produits polonais, j'ai commencé moi-même à consommer des produits polonais que je ne connaissais pas avant. Si nous avions la capacité de déployer nos produits sur un marché tel que le marché français et par expansion sur le marché européen, je pense que nous attirions aussi de la même manière une clientèle européenne. L'Algérie est un pays extrêmement compétitif, coût du travail par an substantiellement inférieur à tous les pays méditerranéens en grande majorité. Nous avons un coût énergétique extrêmement bas et pour attirer des investissements directs étrangers, il faut donner une histoire et une capacité. On investit en Algérie, pourquoi? On investit en Algérie pour avoir accès au marché algérien. On investit en Algérie pour avoir accès à un marché de diaspora. Et on investit en Algérie pour avoir potentiellement de la colocalisation, des coûts bas et éventuellement un accès régional. Je ne vais pas vous donner toute la thèse de la zone africaine de libre-échange, mais plus important, l'Algérie est substantiellement positionnée sur cette zone. Nous avons un accès à 7 pays, nous avons 7 frontières en Afrique. Nous avons en lien la diaspora qui est en France, la France elle-même étant connectée à 8 pays européens. Techniquement, le lien entre l'Algérie et la France serait le lien idéal pour développer les axes d'investissement vers l'Algérie et de l'Algérie, ou notamment les flux commerciaux. Mais il y a un déséquilibre. Si on regarde le commerce entre l'Algérie et la France, les sources de ces données viennent des douanes françaises, et je regarde le flux transactionnel entre l'Algérie et la France de 2014 à aujourd'hui, plus les projections pour 2020. Quand on regarde le flux transactionnel, il a baissé à cause du Covid et des restrictions qui sont mises en place, cela exclut les transactions faites par la diaspora algérienne, les produits qui rentrent sous forme privée, j'allais dire le marché noir et d'autres choses de ce type. Ça, c'est le commerce officiel. Ce commerce officiel, d'une taille d'environ 11 milliards en 2014, oscille entre 8 et 10 milliards en termes d'exportation et d'importation. Par contre, quand on regarde
la case à droite, qui sont les flux d'investissements directs étrangers entrant en Algérie. Même si la France reste un des plus grands investisseurs en Algérie, ces flux sont extrêmement bas. La proportion des flux d'IDE entrant en Algérie sont très faibles par rapport à la capacité qu'elle aurait. Et je vais vous le démontrer sous une autre forme. Quand on regarde l'Afrique et le monde arabe, l'Algérie est le plus grand marché de la France en Afrique et dans le monde arabe. L'Algérie, c'est 19% du marché ou des exportations françaises en Afrique. Donc, 1 euro sur 5 exporté en Afrique est exporté en Algérie. C'est un chiffre assez similaire à celui du Maroc, tout en sachant qu'il a été érodé substantiellement ces 15 à 20 dernières années par l'expansion d'autres acteurs tels que les Chinois. Dans le monde arabe, aussi, l'Algérie est le premier marché de la France. Vous pouvez voir sur ce chart, l'Arabie Saoudite, c'est 5 fois moins que l'Algérie pour les exportateurs français. Les Émirats Arabes Unis, c'est à 60-70% du volume exporté. Le Qatar aussi. Bien comprendre qu'il y a quelques rafales dans ces chiffres. L'Égypte, c'est moins de la moitié de l'Algérie. L'Afrique du Sud aussi. Par contre, quand on regarde en dessous, les cases en dessous, l'Algérie n'est que 5% des investissements directs français en Afrique. Donc il y a là une dissociation. On voit une corrélation relativement élevée, par exemple dans le cas du Maroc. Le Maroc est le premier stock d'investissement direct français. Il y a l'industrie automobile délocalisée, bien entendu, à l'intérieur, qui fait aussi partie des flux d'import-export. Mais on regarde dans cette situation, on se dit, il y a une dichotomie. Alors on se pose la question, est-ce que c'est que africain? Et là, on essaie de comparer l'Algérie, c'est un autre chart, dans des exportations françaises pour certains pays choisis. Et comme vous voyez, l'Algérie est un plus gros marché que le Brésil, que la République tchèque, que le Canada, que le Mexique, que l'Australie, que le Chili ou la Thaïlande. Par contre, en stock d'investissement direct étranger, vous voyez que l'Algérie est très basse par rapport, par exemple, à les autres pays avec lesquels la France fait moins de commerce. Si vous regardez le pie chart sur la droite, donc la carte, petite simulation pour s'amuser, si l'Algérie était sur le continent américain, nord et sud, l'Algérie serait le deuxième marché de la France. Mais si l'Algérie était sur le marché américain, elle n'aurait que 0,97% des IDE françaises captées par le continent. Donc la question fondamentale pour nous, c'est de définir pourquoi. Pourquoi sommes-nous dans une situation où nous avons une dichotomie, et cette thèse que j'ai faite avec notre plus grand partenaire économique, qui est la France, cette thèse que je mets en avant, c'est une thèse qui est valide pratiquement avec toutes les autres nations avec lesquelles nous commerçons. Quand on parle d'investissement direct étranger, je suis un exportateur. Voilà, je suis un exportateur allemand et j'exporte au Brésil. Les Brésiliens sont des bons clients, j'étends mes parts de marché. À un certain moment donné, pour conserver mes parts de marché, je vais décider d'investir au Brésil. Je n'ai pas besoin qu'on me force, je n'ai pas besoin qu'on me dise il y a des avantages fiscaux si tu viens au Brésil. Je vais aller au Brésil tout simplement pour conserver mes parts de marché. L'investissement direct étranger est naturel, il n'est pas forcé, on peut le catalyser, on peut l'aider à se déployer, mais il est la conséquence naturelle de l'accès à un marché. On investit dans un pays parce qu'on veut garder sa part de marché, ou on veut pénétrer ce pays en termes de part de marché. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, que j'ai mentionnée au départ, c'est qu'on se positionne dans un pays parce qu'on pense qu'on a des avantages relatifs, coût énergétique, coût humain, coût de production, qui permet de faire de la colocalisation ou de la délocalisation, et on profite alors soit de normes sociales plus basses, soit de coûts de production plus bas, et c'est pour ça qu'on y va. Mais là, on recherche alors tout un carcan de logistique et structurel qui bénéficie. Et le troisième point, c'est on va dans un pays parce qu'on pense que c'est un hub régional et qu'à partir de ce pays, on a accès à une région. Donc la question, c'est est-ce que l'Algérie répond à ces critères? Parce que la logique dans laquelle les exportateurs sont et nos fournisseurs sont et nos clients aussi est une logique implacable. Il n'y a aucune raison pour que des exportateurs de produits français ne décident pas de délocaliser en Algérie, sauf si c'est difficile.
Donc quand on parle d'investisseurs, on parle souvent de IDE. J'aime pas trop ce terme, investissement direct étranger. Pour moi, l'investissement national ou l'investissement international répond aux mêmes normes. Il n'y a pas de différence structurelle entre un investissement direct étranger en termes de rendement, perception de risque, déploiement d'infrastructures, risque de capital, qu'on soit national ou étranger, et je pense qu'un des speakers en parlait auparavant, c'est clair que quand on est national, on est prêt à prendre un peu plus de risques que normal, parce qu'on a du patriotisme, on est prêt à se sacrifier, et en plus, si l'investisseur est une entité étatique, alors là, elle fait un commitment qui est encore plus large. Mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Quand un Français achète un stock Google sur le New York Stock Exchange, sa rationalité est la même qu'un Américain. Quand un Japonais s'achète une maison sur la Côte d'Azur, il a une rationalité de risk ratio qui est plus ou moins similaire à l'investisseur français. Il n'y a pas de raison de catégoriser les investisseurs étrangers de manière substantiellement différente, du moins pour ce qui concerne l'attente de rendement et la prise de risque. Donc la problématique, c'est, penchons-nous donc sur les investisseurs directs nationaux d'abord. En Algérie, nous n'avons pas de marché de capitaux développés, nous n'avons pas de bourse, nous n'avons pas de structure de fonds, donc nous n'avons pas de liquidité du capital. Quand vous investissez sur un marché, quel que soit le type de marché, personne n'investit avec une vue perpétuelle. Il y a une sortie. Il est clair que si vous devez acheter de l'immobilier dans un endroit où vous n'avez aucune possibilité de le revendre, vous allez réfléchir 2 fois avant de faire une telle transaction. Si en plus il n'existe pas de marché organisé transparent sur lequel vous pourriez potentiellement revendre vos actifs, vous allez réfléchir 2 fois avant de faire un investissement, ou vous allez le faire si vraiment c'est extrêmement avantageux. Donc le problème est le manque de développement de marché de capitaux en Algérie fait en sorte que nous n'avons pas de perception de liquidité des investissements. Cela crée une perception de risque qui est complètement disproportionnée, avec des risques de transférabilité. Le deuxième élément, c'est l'absence de marché de capitaux fait en sorte que nous n'avons pas assez de diversité de modes de financement. Nous n'avons pas de diversité de sources de capital. Il n'existe pas assez de diversité d'entités légales avec lesquelles on peut travailler, ou de structuration de marché de dette. Donc la question, c'est, pour attirer des investissements directs étrangers, il faudrait déjà créer le carcan nécessaire pour qu'il y ait une fluidité du capital national. Et cette fluidité du capital national, elle doit se faire par un développement de réforme de marché, de réforme du circuit bancaire, qui va faire en sorte qu'un investisseur étranger va se dire il y a de la liquidité, au pire des cas, j'achète, c'est un Algérien qui va me racheter mon actif. Un étranger n'a pas besoin de revendre à un autre étranger, très content de vendre à des investisseurs domestiques. Où il va trouver des partenaires, où il va trouver différentes formes. Il ne peut pas être réduit. Qui a du capital en Algérie? On parle de joint venture. Je suis un investisseur américain. J'arrive en Algérie pour faire un partenariat. Qui a du capital? 95% du capital est possédé par l'État, donc mon seul choix c'est d'aller avec l'État, et le reste par un groupe de personnes relativement restreints qui ont accès à du capital. Il n'y a pas d'autres sources de capital. Il y a des sources de dette, il y a d'autres choses, mais il n'y a pas de capital. Et je vais être assez brutal dans mon point de vue, le fait que nous ne libérions pas les marchés des capitaux, que nous ne créons pas le dynamisme qui permet le développement du capital national, tout le monde n'a pas envie d'avoir l'État comme contrepartie. Si moi, par exemple, je devais investir dans un pays étranger, je n'ai pas forcément envie d'avoir l'État comme partenaire. J'ai peut-être envie de faire des transactions avec des partenaires privés, mais si on n'a pas assez, s'ils sont très peu nombreux, cela représente pour moi un risque structurel. Les modalités de l'ONDI. Honnêtement, moi, ce que je pense, c'est que l'ONDI en fait trop. Nous donnons trop d'avantages aux investisseurs. Le foncier est quasi gratuit, des débattements fiscaux sur 10 ans, des bonifications de taux d'intérêt, chose cocasse, valide seulement pour les prêts bancaires, mais pas pour les émissions obligataires. Donc, en fait, on favorise la concentration de risque
au lieu de favoriser la diversification de risques. Mais après, il y a une question ouverte. Est-ce que les modalités de l'ANDI s'appliquent à un investisseur étranger? Si moi, demain matin, je suis un investisseur étranger, j'investis à 100%, est-ce que j'ai le droit d'avoir une concession foncière? Est-ce que j'ai l'abattement fiscal? Toutes ces questions ne sont pas répondues de façon claire. Et ça aussi crée une perception de volatilité législative tel qu'il a été exprimé auparavant par les autres interlocuteurs. La position régionale de l'Algérie, l'accès au Maghreb, nous sommes au centre du Maghreb, on ne peut pas avoir un meilleur accès qu'à partir de l'Algérie. Nous sommes connectés à l'Afrique, le sud de l'Algérie est pratiquement l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes substantiellement connectés à l'Afrique. Mais la question c'est, pouvons-nous devenir un hub? Et pour devenir un hub, il faut des modalités de logistique, administrative, fiscale, douanière qui répondent à la structure d'un hub. Je continue à toucher certains autres points. Quelles sont les raisons? Tout ce que je vous dis en vrac sont les raisons qui me sont données par les investisseurs. Pourquoi? Parce que quand on regarde le carcan, ce n'est pas seulement les lois algériennes sont relativement bien faites, il n'y a pas trop il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais c'est le mode opératoire, l'accès au talent. Vous voulez obtenir un permis de séjour en Algérie pour un étranger, c'est très difficile. Pour des entrepreneurs privés, il y a un besoin des fois d'avoir accès à des spécialistes qui peuvent venir travailler. On ne peut pas être réduit à recruter que du personnel local. On doit pouvoir attirer du talent étranger aussi dans notre pays. La préférence nationale ne veut pas dire un cloisonnement. Notre écosystème national ou régional fait en sorte que notre accès au marché n'est pas assez transparent. Si je veux produire en Algérie pour distribuer domestiquement, c'est légitime. Je peux, en tant qu'investisseur étranger, décider, je vais investir en Espagne pour distribuer les produits à l'intérieur du marché espagnol. Pas forcément pour l'exporter. Et là vient la complexité de la TVA, des réseaux de distribution interne, des logistiques intérieures, non seulement au niveau des régions, au niveau national, mais aussi au niveau régional. Encore une minute et on passe à la deuxième intervention. Ok, donnez-moi encore une minute. Ok, merci. L'éléphant dans la salle, pour moi, dont on a parlé, c'est à un moment donné, quand je parle, moi, à des investisseurs étrangers, je n'ai pas besoin de vendre le potentiel de l'Algérie. Le potentiel de l'Algérie est exceptionnel, le talent humain, la superficie, la taille, la position géostratégique, les ressources minières, l'énergie, le potentiel agricole, l'eau, tout ça est très clair et je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de le vendre, tout le monde le voit. La question maintenant, c'est il existe des transactions en Algérie qui ont été faites et qui ne sont pas résolues. Il faut à un moment donné restructurer. Où sommes-nous dans le redéploiement de la gouvernance des conseils d'administration de banques, la restructuration des privatisations, etc. Dans la lutte contre la corruption, les actifs qui ont été saisis, comment on les restructure, le paiement électronique, le cargo maritime, les autres chantiers. Il faudrait amener un petit peu de transparence. Il suffirait de faire 10% de ça pour attirer substantiellement tout le capital étranger que nous voudrions avoir. Je finis sur ce point dans les conclusions. Je pense que la diversification de l'économie algérienne doit être décorrélée du prix des hydrocarbures. Les écosystèmes doivent se créer naturellement. Les pouvoirs publics doivent être régulateurs et non pas interventionnistes. La diaspora est un marché, c'est notre plus grande opportunité et un réservoir de talent. Les investissements directs étrangers de nos partenaires économiques devraient être naturels et c'est à nous de les catalyser, mais il faut les identifier très clairement. Mais il faut faciliter ce processus qui est naturel. Les IDE sont une extension du développement des investissements directs nationaux. Nous devons envoyer un signal fort à tous les investisseurs internationaux en restructurant le passif qui crée une perception négative de doing business en Algérie. Et je pense que si on attaquait de plein fouet, et je pense qu'on a assez de mesures incitatives telles que l'ANDI et les autres choses, si pour une fois on attaquait de plein fouet, une fois pour toutes, ces sujets, il suffit pour un analyste financier, en 3 minutes, sur Internet, je vous trouve des problématiques de joint venture, des tribunaux d'arbitrage, des transactions cassées,
des choses qui n'ont pas été financées, des transactions minières non faites, des projets qui ont été signés 3 fois mais qui n'ont jamais été faits, etc., etc. Je pense que dans la nouvelle Algérie, nous avons l'opportunité, une fois pour toutes, de structurer tout ce passif, et cela servira de base pour notre développement futur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Yassine, merci pour cet exposé. Et je pense que vous avez terminé avec un certain nombre de points qui sont largement partagés par les personnes présentes ici. Et avec votre permission, je préfère qu'on passe aux autres présentations et on laisse peut-être les interactions, le débat ou les questions éventuelles pour à la fin. Et donc, voilà, ok. Et donc, c'est Sofiane, M. Khateb, donc c'est à vous. Allez-y. Merci. Vous m'écoutez? Oui, très bien, très bien. Très bien. D'abord, remercier le CNES pour cette invitation. Et avant de parler IDE dans le secteur de l'énergie, permettez-moi tout d'abord de décrire vraiment. Il y a un petit problème avec le son. Je ne sais pas si vous pouvez élever le volume. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, il n'y a pas moyen d'augmenter le son? C'est bon, on va faire une autre option. Est-ce que c'est mieux comme ça? Beaucoup mieux, merci. Allez-y. Donc, avant de parler IDE dans le secteur énergie, permettez-moi tout d'abord de décrire vraiment quelques lames de fond qui traversent ce secteur au niveau mondial, car cela nous aidera à prendre du recul et définir les priorités et les efforts à entreprendre pour la priorité des IDE en Algérie. Les grands centres de consommation d'énergie du globe font face à un énorme effort de décarbonisation. Cet effort se profilait déjà début 2020 et s'est depuis accéléré depuis la crise Covid. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, la Corée ont annoncé de gigantesques investissements visant à décarboniser la génération d'énergie, les transports, mais aussi leur production industrielle. D'importants investissements sont prévus dans le solaire, l'éolien, notamment offshore, et pour certains pays, le nucléaire, comme le Royaume-Uni. En Europe, par exemple, le marché prioritaire des exportations algériennes d'hydrocarbures, la Commission européenne a dévoilé depuis 2020 un plan d'investissement afin de mobiliser pas moins de 8 milliards d'euros sur 10 ans pour soutenir cette transition. Plus précisément, l'Union européenne table sur l'hydrogène comme une des pierres de coups de sa stratégie. La Commission européenne prévoit le déploiement d'électrolyseurs visant à atteindre une capacité de 40 gigawatts en 2030 afin de générer de l'hydrogène vert à partir de l'eau en utilisant des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. L'Europe envisage aussi la rénovation de 23 000 km de gazoducs afin de transporter l'hydrogène des centres de production au point de consommation. Ces efforts financiers et techniques sont soutenus par un recalibrage de la fiscalité et du commerce international à travers des taxes en fonction de l'empreinte carbone, notamment, mais aussi à travers d'autres leviers tels que le coût de financement des projets énergétiques. Cela pour d'une part favoriser les énergies vertes et d'autre part pénaliser les énergies à forte empreinte carbone. Cela implique qu'une molécule d'hydrogène produite en utilisant des énergies renouvelables, comme l'hydrogène vert, sera plus compétitive qu'une molécule produite en émettant du carbone, comme l'essence ou le fioul. Il y aura donc une perte progressive des parts de marché des énergies émettrices de carbone. Ce nouveau contexte va fortement désavantager l'accès au marché pour les hydrocarbures, mais aussi d'autres produits industriels tels que l'acier, l'aluminium et le ciment, si leur extraction ou production ne s'accompagne pas de mesures de rapatriement d'émissions de carbone. Ceci implique que les projets d'exploration et de production gazière et pétrolière, mais aussi pétrochimique, seront plus difficiles à financer, car les banques et les institutions financières seront elles-mêmes fiscalement pénalisées si elles y participent. D'ailleurs, les grandes compagnies pétrolières pâtissent d'ores et déjà de cette situation. Elles ont réduit leur effort d'investissement et ont annoncé des objectifs de décarbonisation. Pour vous donner quelques chiffres, en 4 ans, les réserves prouvées de pétrole sont passées de couvrir de 15 à 10 ans de consommation mondiale, ce qui implique un non-renouvellement de ressources. Les investissements en exploration et production de pétrole ont chuté de 400 milliards $, il y a 4 ans à 100 milliards $ aujourd'hui. Revenons au cas de l'Europe.
Les études indiquent qu'elle ne pourra pas être autosuffisante en hydrogène et devra importer des quantités significatives. Le vecteur le plus compétitif étant de compresser l'hydrogène et de l'acheminer par gazoduc. Les fournisseurs traditionnels de ce marché, les compétiteurs, s'y préparent activement. Les Russes, par exemple, sont en train d'explorer l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'hydrogène à partir de leur propre capacité de production de gaz, puis transférer cet hydrogène sur l'Europe via leur système de gazoduc. Les Norvégiens investissent dans des projets de production d'hydrogène bleu qui permettent de capturer et stocker le CO2 généré par le processus de reformage, puis d'exporter les molécules vers l'Europe aussi en utilisant leur gazoduc. Ils explorent par ailleurs la production d'hydrogène vert en utilisant leur capacité hydroélectrique. Ailleurs, d'autres pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis développent activement leur stratégie. En septembre 2020, par exemple, Aramco a exporté son premier cargo d'ammoniac bleu vers le Japon, ammoniac étant un autre vecteur de transfert d'hydrogène. Parlons maintenant de l'Algérie. Ce nouveau contexte mondial va inévitablement représenter un challenge à moyen terme pour un secteur qui représente tout de même pour nous 95% de nos exportations. Nous devons être beaucoup plus actifs, car si nous ne réagissons pas à temps, nos molécules deviendront lentement, mais sûrement, moins compétitives que celles de nos concurrents. D'autre part, il nous sera de plus en plus difficile d'attirer des investissements pour maintenir notre niveau de production. Nos investisseurs traditionnels, les grandes multinationales pétrolières, les majors, montrent de moins en moins d'appétit pour les grands projets gaziers et pétroliers non décarbonisés. Une nouvelle génération d'entreprises pétrolières de plus petite taille les remplace, mais celles-ci n'ont pas le même muscle financier. Et les compagnies étatiques nationales, avec ces investisseurs de plus petite taille, seront les plus actifs dans la production d'hydrocarbures dans les années à venir. Ceci dit, ce challenge représente une opportunité pour redynamiser notre secteur énergétique. Des idées axées adéquatement peuvent permettre de développer de nouvelles compétences industrielles et d'assurer la compétitivité de nos molécules. L'Algérie a en effet des atouts clés pour affronter le bouleversement des marchés énergétiques mondiaux et décarboniser sa production d'énergie. Un gros potentiel en énergie solaire, bien sûr, couplé aux ressources gazières, peuvent contribuer à la production d'hydrogène vert. Suivant l'exemple russe, le développement du nucléaire civil peut aussi contribuer à accroître la production en hydrogène à partir de nos réserves en gaz. La mise en place de projets de capture et stockage d'émissions de carbone permettrait d'accroître la compétitivité de notre industrie pétrochimique. La mise en valeur de notre expérience en gestion d'infrastructures gazières nous permettrait d'explorer, avec des partenaires techniques de premier ordre, bien sûr, le transport de molécules d'hydrogène au-delà de nos frontières, comme nous le faisons aujourd'hui avec le gaz. Mais pour y arriver, il faut utiliser des atouts et ne pas opposer une technologie à une autre, mais diversifier notre secteur énergétique, en tout cas plus qu'aujourd'hui. Avant de finir, je voudrais souligner que la demande de produits gaziers et pétroliers continuera à augmenter, notamment dans les pays émergents, et le prix des hydrocarbures ira à la hausse, vu la baisse des réserves et la croissance continue de la demande. Cependant, là aussi, il faudra être beaucoup plus actif commercialement qu'auparavant, afin de capturer ces marchés, en investissant par exemple dans des infrastructures contribuant au développement de la demande de GNL et de GPL en Afrique subsaharienne notamment, car le gaz restera, pour ces pays, l'énergie de transition de choix, notamment pour remplacer la consommation de charbon. Pour finir, je voudrais rappeler qu'en 1964, l'Algérie fut le premier pays au monde à exporter du GNL. Ceci grâce à une collaboration avec les meilleurs partenaires internationaux et une capacité à prendre des risques techniques et commerciaux. Face à la révolution énergétique qui arrive, nous devons récupérer cet esprit pionnier et nous rappeler d'où nous venons. Nous appuyer sur notre expérience, nos atouts, pour défendre nos marchés et en conquérir de nouveaux. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci. Je vous remercie, Sofiane. Merci pour ce brillant exposé. Je passe au professeur Boissela. Je ne sais pas s'il est en ligne. Professeur Boissela, excellent. Donc, je vous en prie, allez-y. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Alors, partager. Normalement, vous l'avez à l'écran. Oui, on peut voir. Excellent, excellent. Les slides sont excellents.
Alors, je vais me mettre en mode diapo et on y va. Est-ce que ça va comme ça? C'est parfait. C'est parfait, on y va. Ben, écoutez, bonsoir à tous. Merci encore pour l'invitation. Merci, professeur Thier, de me donner l'opportunité de présenter, de communiquer dans le cadre de cette conférence. Et merci à tout le comité d'organisation de cette belle organisation. J'ai pu vraiment toute la journée profiter de toutes les communications et vraiment c'est très très intéressant. Alors, quand on passe au dernier, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Pour ma part, moi je suis convaincu par le potentiel de développement de l'Algérie. Voilà, je pense que les conditions, toutes les conditions, on va dire, toutes les conditions sont réunies pour que l'Algérie devienne un Eldorado pour les investissements compte tenu de son potentiel au niveau de ses richesses et au niveau de toutes les ressources dont elle dispose. Alors les interventions de ce matin ont été très riches, ont permis de poser à l'appui de quelques chiffres, donc le cadre de l'importance des coopérations interentreprises, notamment pour les pays du Sud, en particulier l'Algérie. Donc pour ma part, je vais me positionner d'une part en tant qu'enseignant-chercheur. Mes domaines de recherche sont les JV, donc les joint ventures, toutes les formes d'alliance, et notamment les JV de type Nord-Sud, en particulier les JV algéro-étrangères. Dans un second temps, je vais aussi prendre ma casquette d'investisseur, puisque j'ai créé en Algérie 2 établissements. Donc j'ai été confronté de manière très pratique au terrain, puisque j'ai créé une université privée et un institut de formation professionnelle. Donc le terrain, je le connais, les spécificités du terrain sont connues. Alors mon intervention se veut opérationnelle et pragmatique, et elle repose en partie sur les travaux que j'ai menés sur la performance et la réussite des JV. Je ne vais pas me focaliser sur tout ce qui a été dit, notamment sur les aspects macroéconomiques, sur les chiffres, les données du marché algérien, sur les IDE. C'est des choses qui sont connues et qui sont publiques. Donc je vais plutôt me focaliser sur l'efficacité et le fonctionnement des JV. On constate avec l'évolution de la réglementation régissant les investissements, et notamment la loi 49-51, qu'il y a une réelle volonté de créer des conditions réglementaires pour favoriser les IDE en Algérie, et plus particulièrement les conditions de la diversification de l'économie algérienne. C'est une excellente chose, mais cependant, je pense qu'il y a d'autres variables qui doivent être prises en compte. C'est ce dont je vais parler dans le cadre de mon intervention. Donc, au-delà de la réglementation, dans le contexte d'une économie mondialisée, donc et très concurrentielle, attirer les IDE n'est plus chose facile. D'autant que la crise Covid est passée par là et que de nombreux pays ont besoin d'IDE pour leur développement. Cette crise constitue également, à mon sens, une réelle opportunité, car dans toute crise, à mon sens, il y a également des opportunités à saisir. Les IDE sont d'importance cruciale, on l'a suffisamment dit durant toutes les interventions, pour les pays en développement ou en voie de développement. Ils constituent un rouage essentiel du processus de développement économique d'un pays. En effet, grâce au transfert de savoir-faire et à l'acquisition de nouveaux équipements, ils permettent aux économies locales de bénéficier de nombreux effets positifs, tels que la montée en compétence de la ressource interne et l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Autrement dit, la joint venture constitue un véritable levier de modernisation industrielle et un moteur essentiel de la performance économique. Alors, ma présentation s'articulera autour de 6 points. Je m'appuierai aussi sur mon ouvrage, mais également sur les travaux que j'ai menés depuis. Donc, cerner le concept de JV, donc la JV comme opportunité de développement économique de l'Algérie. Je m'intéresserai également aux spécificités des JV de type Nord-Sud, notamment les JV algéro-étrangers, puisqu'elles ont quand même quelques particularités. Je m'intéresserai aux facteurs explicatifs de la réussite des JV, quels sont les facteurs à prendre en compte. Je m'intéresserai également à la confiance, puisque la confiance constitue un facteur clé de la réussite des joint ventures. La confiance, quand je parle de confiance, je parle de la confiance entre les partenaires de la JV, et je terminerai par quelques recommandations pour conclure. Alors, quand on parle de JV, il faut savoir que la création de co-entreprises, on l'a vu, peut prendre de multiples formes. Elle peut prendre la forme de partenariat avec engagement capitalistique ou non.
Alors, pour les formes de partenariat avec engagement capitalistique, on aura souvent recours à des filiales communes, hein, avec une participation égalitaire ou inégalitaire entre les différentes parties prenantes de la JV, ou ça peut également être simplement des participations minoritaires, croisées, voire unilatérales. S'agissant des partenariats sans engagement capitalistique, on parlera souvent d'accords contractuels, de contrats, contrats de sous-traitance, licences, etc. Donc la JV s'inscrit souvent dans une forme de type filiale commune avec un engagement capitalistique des deux parties. Alors, il n'y a pas de définition à proprement parler de la joint venture, hein, donc en fait, si on se réfère un petit peu à la littérature, donc une joint venture se forme quand deux ou plusieurs partenaires apportent un certain nombre d'actifs à une entité légale indépendante et qui sont rétribués proportionnellement à leur contribution avec les profits dégagés par cette entité. Donc c'est une définition qui est reprise très régulièrement dans la littérature académique. Donc il n'y a pas véritablement, les formes de coopération sont multiples et variées. Comme on l'a vu tout à l'heure, elles peuvent donner lieu à un engagement capitalistique ou non, voire à un engagement contractuel, ou se résumer simplement à un engagement contractuel. Alors, la JV constitue effectivement une véritable opportunité pour le développement économique des pays du Sud, et en particulier de l'Algérie. En effet, la JV constitue un moyen d'acquérir rapidement des ressources. Donc, selon l'approche par les ressources, hein, donc les entreprises réalisent avant tout des alliances ou des coopérations dans le but d'acquérir des ressources stratégiques, parfois rares et intangibles. Ça peut être des compétences, ça peut être de la technologie, ça peut être du savoir-faire. On l'a bien vu tout à l'heure avec notre intervenant de la Sonelgaz. Mais également, ça peut être aussi un moyen d'acquérir de nouvelles connaissances des partenaires étrangers, donc afin de réduire d'importants écarts en matière de compétences. C'est aussi un moyen d'apprendre. Donc on parle d'apprentissage organisationnel qui passe par l'apprentissage des individus et ensuite permettra donc à l'organisation de performer. Et l'apport principal du partenaire étranger, en général partenaire d'un pays développé le plus souvent, se situe donc à ces deux niveaux. S'agissant de l'apport en ressources, c'est souvent un élément qui est apporté par le partenaire local. Quand je parle de partenaire local, je parle bien entendu du partenaire algérien. Donc, dans ce type de coopération, pour le partenaire du Sud, c'est souvent l'accès aux ressources et l'accès aux connaissances qui est privilégié. Alors, un point important également, c'est la spécificité des joint ventures de type Nord-Sud. Il faut l'avoir à l'esprit, ce sont des alliances qui sont qualifiées d'asymétriques. Asymétrie, c'est qu'il existe un déséquilibre souvent entre les partenaires. Donc l'alliance est qualifiée d'asymétrique dès lors que les positions concurrentielles et les effets de taille se révèlent radicalement différents, voire s'opposent. Alors il existe différentes variables d'asymétrie. Alors, elles sont clairement identifiées dans la littérature et c'est extrêmement important moi je pense qu'il est extrêmement important de souligner ce point parce qu'en fait ça va avoir un impact sur l'efficacité du partenariat. Alors l'asymétrie, comme je le disais, elle peut être issue de la taille, de la différence de taille entre les deux partenaires, elle peut être issue du niveau de développement qui peut être inégal, de l'origine géographique entre les deux partenaires, l'importance des ressources qui sont mises à disposition par chacun des partenaires, l'incertitude, hein, qui est souvent une incertitude issue de l'inexpérience du partenaire, ou voire d'un manque de confiance. Ça peut être aussi l'urgence, qui peut être différente d'un partenaire à l'autre. Donc l'importance est associée à la priorité accordée à l'alliance par le partenaire, souvent étranger. Donc tous ces facteurs sont des variables, toutes ces variables, sont des variables d'asymétrie qui vont avoir un impact important sur le potentiel, sur le pouvoir de négociation du partenaire souvent étranger qui peut se retrouver en position dominante. Donc ces facteurs sont clairement identifiés et il faut les avoir à l'esprit parce que la réussite d'une JV, elle se joue souvent au démarrage. C'est au moment de la conclusion du contrat que les choses vont se sceller. Après, ça va être plus compliqué.
Alors, concernant les facteurs de réussite, alors là aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les facteurs de réussite de la joint venture. Alors on peut les distinguer en facteurs internes et facteurs externes. Les facteurs internes, c'est ceux qui sont liés aux partenaires. Donc on vient d'en présenter un certain nombre. C'est notamment l'asymétrie des partenaires qui peut avoir un impact sur l'efficacité et la réussite de la joint venture. Ça peut être aussi la compatibilité des objectifs, essayer de trouver une convergence en matière d'objectifs. L'expérience aussi des partenaires dans la conclusion de Chili. Il est clair que l'expérience ou le fait que le partenaire ait déjà conclu des joint ventures ou non va avoir un impact dans l'efficacité de la joint venture, et notamment pour le partenaire du Sud qui souvent n'a pas l'expérience préalable à la constitution de la Chili, peut, dans le rapport de négociation en début de conclusion dans le cadre de l'élaboration de la JV, de la constitution de la JV, se trouver dans une situation où il ne va pas tout maîtriser. Donc ça, c'est également très important. Ensuite, on a les facteurs liés au fonctionnement de la JV, notamment la confiance. La confiance est un facteur, comme je l'ai dit, qui est extrêmement important. C'est à mon sens le facteur le plus important. La confiance, c'est un construit. C'est pas quelque chose qui se décrète. Ça va se construire avec le temps, on verra par la suite. Et ça va quasiment toute la réussite de la JV est en partie fondée sur la confiance entre les partenaires, l'engagement des deux parties, la partie étrangère et la partie locale. Donc l'engagement des partenaires étrangers dans la JV impacte bien entendu la réussite. Ensuite, il y a d'autres facteurs, je ne vais pas tous les reprendre, mais les facteurs qui sont liés aux attributs de la JV, c'est-à-dire la structure de son capital, le nombre de partenaires aussi à son impact, et la nationalité des partenaires, qui est souvent associée également aux facteurs environnementaux, notamment la distance culturelle. Il est démontré qu'il y a une corrélation positive entre la proximité culturelle et la réussite de la joint venture. Si votre partenaire a une culture qui est très très éloignée, ça impacte négativement la réussite de la JV. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais en tout cas toutes les études le démontrent, donc le choix du partenaire est extrêmement important également. D'autres éléments comme le risque pays, bien entendu. Quand on parle du risque pays, c'est toutes les dimensions du risque, que ce soit l'instabilité juridique, que ce soit l'instabilité économique, que ce soit l'instabilité tout court, et enfin, bien entendu, les facteurs liés au secteur d'activité, notamment la croissance, la profitabilité. Nous on a bien vu que de ce point de vue-là, l'Algérie dispose de toutes les potentialités pour attirer les investisseurs. Alors, un point important, bien sûr, qu'il faut que j'aborde également, c'est la politique gouvernementale, mais ça, on va y revenir, ça a été assez largement dit. Il est clair que le climat, que les aspects juridiques, les aspects réglementaires, l'environnement institutionnel est extrêmement important dans la réussite de la JV. Alors, je vais revenir rapidement sur l'étude que j'ai menée pour vous en exposer les principaux résultats. Donc, cette étude a été menée sur un certain nombre de JV algéro-étrangères. Donc, j'ai d'abord identifié tous les facteurs explicatifs du niveau de satisfaction du partenaire. Alors, ce qui est important de vous dire, c'est que cette évaluation elle a été faite du point de vue du partenaire local. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, dans les études, quand on analyse la performance des JV, on s'intéresse essentiellement aux partenaires, on va dire, du Nord, partenaires étrangers. Très peu d'études se sont intéressées aux partenaires locaux. Donc, dans cette étude, il s'agissait d'interroger, de questionner des acteurs de JV impliqués dans des JV algéro-étrangères et de mesurer leur niveau de satisfaction au regard d'un certain nombre de facteurs explicatifs qui sont clairement identifiés dans la littérature. Vous en avez toute la liste, je ne vais pas la détailler, je pense que pour certains, ce sont des facteurs qui sont plus ou moins connus. Donc les attentes par rapport aux partenaires, les attentes du partenaire local par rapport aux partenaires étrangers. Donc c'est notamment les objectifs initiaux de la JV. Ensuite, par rapport au cadre réglementaire, les apports
de porter un regard sur les apports en compétences techniques, en compétences managériales, sur les outils de transfert utilisés, etc., etc. Donc pour ça, j'ai mené une étude d'abord qualitative avec des entretiens semi-directifs et ensuite j'ai complété par une étude quantitative en administrant un certain nombre de questionnaires auprès notamment de dirigeants de cadres de JV algéro-étrangère. Alors, les résultats sont les suivants. Alors, s'agissant de l'échantillon pour l'étude quantitative, donc j'ai travaillé sur une trentaine de JV, notamment donc, des JV algéro-européennes. Donc 53% d'échantillons est constitué de JV algéro-européennes et 23% de JV algéro-asiatiques. Voilà, donc à partir de là, j'ai pu dégager un certain nombre de tendances et de résultats. Donc sur le niveau de satisfaction, donc ici encore une fois, il s'agissait de mesurer la performance des JV algéro-étrangères sous le prisme du partenaire local. Donc nous avons opté pour une mesure subjective de la performance de la JV en essayant d'évaluer au regard des différents facteurs explicatifs le niveau de satisfaction du partenaire local à l'heure. Donc c'est une étude unique, c'est la première étude en la matière, donc je vous en présente les principaux résultats. Donc les principaux résultats notamment, c'est qu'au niveau du cadre réglementaire et du cadre légal, mais ce n'est pas une surprise, c'est plutôt l'insatisfaction, sachant que cette étude a été menée avant la révision de la loi 4951, mais globalement le climat, la bureaucratie, l'environnement réglementaire, le climat d'affaires est perçu de manière plutôt négative. Voilà, perçu par le partenaire local. Les apports en compétences managériales sont plutôt positifs, sont perçus de manière positive. Par contre, s'agissant des apports en compétences techniques, technologiques, aide ou accompagnement à l'acquisition d'équipements, là, le résultat est plutôt mitigé, voire négatif. Le partenaire local algérien considère souvent que le partenaire étranger apporte très peu en matière de compétences techniques. Donc, c'est pour aussi vous apporter un éclairage. C'est une étude qui mérite, qui met un petit peu qui fixe un petit peu les jalons de ce qu'on peut attendre d'un développement de la JV en Algérie. Voilà. Ensuite, les mécanismes de transfert, pareil, c'est mitigé. On a plutôt tendance à transférer via des outils soit digitaux ou soit en envoyant des expatriés plutôt juniors qui n'ont pas toujours les compétences requises et souvent on se retrouve dans des situations paradoxales où le partenaire local dispose de ressources beaucoup plus compétentes que celles qu'on lui envoie sur le terrain. Voilà. Un autre élément important, c'est la capacité d'absorption. Je voulais en dire un mot parce que c'est extrêmement important. La capacité d'absorption, en fait, c'est en fait l'aptitude pour le partenaire local à identifier, assimiler et exploiter les connaissances qui lui sont transférées par le partenaire étranger. Ça, c'est extrêmement important. Si on veut que le transfert des connaissances puisse servir par la suite, puisse permettre à l'entreprise algérienne ou le partenaire local de monter en compétences, il est important que les personnes qui sont amenées soit à négocier, soit à travailler avec le partenaire étranger disposent de toutes les compétences requises pour capter et capitaliser la connaissance qui va être transmise. Et on sait que ce n'est pas souvent le cas. Enfin, toujours dans cette étude, les autres éléments ou les autres résultats que je peux vous présenter, alors l'apport financier, ce n'est pas une priorité. Comme je l'ai montré en préambule, mais les choses peuvent changer. Hein, mais, si vous voulez, l'apport financier du partenaire étranger n'était pas une priorité, mais on peut très bien supposer que, vu la situation aujourd'hui, on va dire en guillemets financière, que ça devienne également un élément important. Voilà. D'autres éléments, hein, l'implication dans la prise de décision, qui est perçue de manière très négative. On constate que souvent le partenaire local est très très peu impliqué dans la prise de décision stratégique. Et ça, il faut impérativement que ça change. Il faut que le partenaire local soit impliqué pour favoriser la réussite de la Chine. Ils se sentent souvent lésés par rapport à cela et que les décisions d'ordre stratégique sont souvent du ressort du partenaire étranger. Là, on peut mettre beaucoup d'explications. Du coup, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails. La spécificité culturelle, je vous en ai parlé. Spécificité, distance culturelle sont des facteurs extrêmement importants. Corrélation positive entre
la proximité culturelle et la réussite de la JV. Enfin, je vais terminer avec ça, la confiance, facteur primordial de la réussite de la JV. Encore une fois, la confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Il peut se construire en amont. Les JV qui réussissent le mieux, c'est souvent des JV qui sont conclus entre des partenaires qui avaient déjà une relation commerciale auparavant. Et une confiance est établie, et la deuxième étape, c'est finalement la constitution de la JV. Ça, c'est un facteur complémentaire de réussite de la JV. Voilà, je vais juste faire un petit focus sur la confiance. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je voulais simplement revenir sur ce point parce qu'il est extrêmement important, c'est un petit peu les travaux que je suis en train de mener. La confiance est un facteur clé de la réussite de la JV. C'était encore une fois démontré à travers les multiples études qui ont été menées. Je vous en ai mis une petite illustration. Encore 2 minutes, professeur Marcel. Pardon? Encore 2 minutes. Eh bien, j'ai pas besoin de plus. Merci. La confiance, donc je vois un rôle clé dans la construction d'une relation de partenariat. C'est la condition nécessaire de la réussite des partenariats. Un manque de confiance fait source de tension. Elle constitue le ciment de la relation, elle joue un rôle fédérateur. Donc c'est vraiment le facteur clé de la réussite de la joint venture internationale. Donc on a deux approches de la confiance, une approche qui est simplement une approche fondée sur le rapport coût-bénéfice et une approche plutôt à caractère social fondée sur la bonne foi du partenaire. Donc on a ces deux approches. Je disais que la confiance est un construit, elle a une dimension temporelle. On a deux modèles en matière de confiance. La confiance qui est fondée sur la personnalité, les institutions et les processus cognitifs. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais je vais vous envoyer ce qu'il faut si vous sont intéressés. Et une confiance qui en fait émerge d'un processus graduel fondé sur l'histoire des interactions. C'est un petit peu le modèle dont je vous parlais tout à l'heure. Les JV qui réussissent les mieux, ce sont souvent les JV qui ont d'abord donné lieu à des relations commerciales pour ensuite s'inscrire dans une démarche un peu plus formelle à travers la constitution d'une structure commune. Voilà. Les 9 facteurs explicatifs de la confiance qui sont identifiés, l'ancienneté, le fait d'impliquer dans la prise de décision, la prise en compte de la culture, la stabilité environnementale, l'apprentissage, l'implication des partenaires dans l'apprentissage augmente la confiance, l'intensité des transferts de connaissances accroît la confiance, etc. Voilà, donc je passe le modèle. Simplement pour finir, voilà quelques recommandations que je peux émettre à la suite des différents travaux que j'ai menés. Donc pour le partenaire algérien, donc il est primordial de former les managers pour accroître leur capacité d'absorption et surtout de bien capitaliser la connaissance acquise du partenaire étranger. Pour le partenaire étranger, donc l'amélioration et contribuer davantage au transfert de savoir technique et technologique, l'envoi d'experts expérimentés et impliquer le partenaire local dans la prise de décision, notamment stratégique. Et enfin, pour l'État, mais ça on y est, on y va tout doucement, c'est agir sur toutes les lourdeurs bureaucratiques, favoriser l'accès au financement, agir sur la législation sur les investissements, mais a priori c'est fait. Et ce matin, il y a eu une intervention très intéressante et je pense que le CNES peut y contribuer, c'est créer un observatoire de la joint venture, c'est de produire des études pour essayer de rendre plus efficace plus efficace les relations de co-entreprise et d'alliance stratégique. Voilà, j'ai essayé de vous remercier. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ce brillant exposé. Donc, sans plus tarder, on va passer peut-être au débat. Donc, s'il y a des questions. Jamal, si Jamal. Pardon, je ne savais pas que vous vouliez prendre la parole. Donc, ça donne là. Merci beaucoup. Je vais être très bref. Tout d'abord, je voulais juste remercier tous les présentateurs. Très belle présentation. On a appris beaucoup de choses. Mais ma question, je vais vraiment la diriger vis-à-vis de notre frère Yassine Bouhara. Je pense qu'il a une très grande expérience, tout d'abord dans l'institutionnel et surtout dans le secteur privé, et surtout qu'il connaît très bien la réalité et de l'Algérie et bien sûr du reste du monde. Il a eu. Mais ma question, elle est très simple. Monsieur Bouhara, à votre avis, quelles sont les frappes chirurgicales, je parle bien de frappes chirurgicales, qui pourraient vraiment remettre notre pays
sur le bon chemin. Vraiment, je parle d'électrochocs. Quels sont, à votre avis, si vous devez vous demander quels sont, à votre avis, les électrochocs qu'on devrait faire maintenant pour remettre notre pays, le grand pays, le géant africain, pour moi l'Algérie sera le géant, sur le droit chemin, sur vraiment le chemin de la croissance. Et c'est très important qu'on ait 2 ou 3 vraiment frappes chirurgicales qui pourraient vraiment nous aider. L'autre chose, juste une recommandation, je suis tout à fait d'accord avec l'observatoire, et l'observatoire / je dirais un think tank. Vraiment, on a besoin de mettre en place un think tank. Je crois que toutes les présentations aujourd'hui de tout le monde, c'était très enrichissant, et ça serait bien qu'on pense vraiment à faire un think tank au niveau du CNES qui pourrait vraiment prodiguer toutes ces recommandations au niveau de la haute primature de la présidence. Merci encore une fois pour toutes ces présentations. Merci. Merci. Moi, je vous propose d'essayer de revenir à la salle, donc de voir l'ensemble des questions, et puis vous allez peut-être terminer avec des réponses ou un dernier mot. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut lui remettre un micro? La vie de Landy est très importante. Justement, parce qu'on a trop parlé de Landy, alors je saisis cette occasion déjà pour remettre les choses au point. Premièrement, théoriquement, tout ce qui a été dit sur l'investissement est réel. J'ai écouté avec passion depuis ce matin à 7 minutes. D'autant, chaque communication, ils disent qu'on en fait trop, et en conclusion, ils nous demandent de favoriser, ça veut dire qu'ils demandent plus. Il faut savoir une chose. Pour remettre les choses dans le contexte algérien, la croissance a été tirée par la demande publique. La demande publique, elle baisse, automatiquement, l'investissement, il baisse. Ça, c'est en premier lieu. Donc, si on veut continuer sur cet élan et cet esprit de, je dirais, socio-capitaliste, on doit continuer et augmenter la commande publique pour favoriser l'investissement. Par contre, ce que je peux vous dire sur l'investissement, il ne faut pas croire naïvement que l'investissement vient parce qu'on lui donne les avantages. Il ne faut pas croire qu'il vient comme trophée pour dire j'investis en Algérie. Par contre, l'investisseur vient s'il y a premièrement un marché, s'il y a deuxièmement un intérêt. Donc tout ce qu'on est en train de dire là pour accaparer l'investissement, si ces conditions sont réunies, il va venir de lui-même. Chose qui m'a plu ici, ils ont dit que l'investissement doit être naturel. Maintenant, ce qui n'est pas naturel chez nous, c'est la façon de traiter l'investissement. Si on traite l'investissement comme chose administrative, on ne réussira jamais. On a beau tout faire, l'investissement sera administré et c'est des investissements, je dirais, de circonstances. Par contre, si on doit analyser la situation, on doit dire qu'on est arrivé à la croisée du chemin. Maintenant, il faut agir. Pourquoi il faut agir? Pour ne pas subir demain. L'investissement doit être revu. Le cadre juridique doit être revu. Parce que réellement, pourquoi je dis ça? Parce que on a commencé par des PEP, on est revenu vers le partenariat, mais pour moi, tout ça, c'est de l'investissement. Quoi qu'il en soit, c'est un investissement, il y a un risque. Si on veut traverser la route, il y a un risque. Donc l'Algérie, elle doit traverser la route. Premièrement, on doit avoir la vision de l'autre trottoir et avoir la volonté d'y aller. Si on a ces deux choses-là, je pense qu'on peut traverser et améliorer l'investissement. Et merci. Et on va même peut-être bâtir le passerelle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Marhaba. Je vais terminer. Merci. Farid Beftir, je suis président de l'Association nationale des TIC en Algérie, donc beaucoup plus dans l'économie numérique. Mais bon, c'est un volet aussi qui est important dans le cadre, bien sûr, des différentes JV qu'on entrevoit déjà avec un certain nombre de membres de notre association. Je voulais juste revenir sur un point qui, pour moi, n'a pas été peut-être abordé pendant ce séminaire. Et ça me dérange, parce que, en fait, on a beaucoup parlé de la relation, de la confiance, de tout ce que vous avez pu dire qui était tout à fait cohérent. Mais on a oublié les éléments exogènes. C'est-à-dire, c'est
les conditions d'intégration de ces JV en Algérie particulièrement. C'est bien sûr les infrastructures, c'est demain la connectivité. Pour nous, par exemple, c'est un énorme problème aujourd'hui. Nous avons des problèmes d'infrastructures télécom, nous avons un problème demain de développement des structures qui pourraient accueillir ces JV. Donc aujourd'hui, un partenaire étranger dans notre secteur, je parle des JVI qui concernent en fait l'économie numérique, nous avons déjà un premier rejet, c'est de dire demain, attention, l'Algérie, nous n'avons pas une sécurité dans le cadre demain des déploiements de nos applications, surtout nos apports technologiques. Demain, est-ce qu'on est capable de, bien sûr, de déployer aujourd'hui, que ce soit des clouds publics ou privés, quelles sont bien sûr la résilience qu'on peut mettre en place? Tout ça aujourd'hui, ce n'est pas étudié, c'est très sommaire, et ces éléments exogènes peuvent pâtir dans la confiance, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure qui était tout à fait juste. Il y a un dernier point aussi que j'aimerais discuter avec vous, parce qu'on a parlé d'observatoire, c'est vrai que c'est toujours des choses importantes. Moi, j'aimerais qu'on puisse placer un indicateur, l'indicateur JV, qui peut nous donner soit demain une performance sur les apports technologiques, sur la création de richesses, sur le développement humain, parce qu'aussi on n'a pas parlé des talents aujourd'hui, ça c'est aussi un point qui est très important dans le cadre demain de ce développement. Donc voilà, c'est deux questions qui me gênent, c'est l'environnement exogène en Algérie qui aujourd'hui normalement impacte directement dans la vitalité des JV, et bien sûr cet indicateur qui peut être demain un élément qui pourrait être pour nous un repère dans le cadre du développement de notre pays sur le plan de l'innovation. Merci. Merci, M. Fred. D'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je reviens aux intervenants. Peut-être un dernier tour de table. On va commencer par Yassine. Okay. J'ai bien aimé l'intervention. Je ne connais pas votre nom, monsieur. Vous avez parlé d'Andy. En fait, vous avez donné une réponse très claire sur le traitement de l'investissement sous forme administrative. C'est quelque chose qui est une des problématiques, c'est une problématique culturelle. La question de l'investissement, c'est toujours une question de prise de risque. Et je reviens donc à la question qui m'a été posée, frappe chirurgicale, électrochoc. L'investissement dans le monde se fait toujours sous forme de ce qu'on appelle hype. Il y a des trends. Vous avez de grosses transactions qui se font dans un secteur, soudainement il y a un développement de start-up, il y a des boîtes qui se mettent en place, il y a une compétition pour entrer dans un domaine particulier. Il y a une restructuration, il y a des transactions qu'on appelle disruptives, qui vont modifier la structure d'un marché, il y a du capital qui va automatique. En Algérie, ce dont nous avons besoin, c'est d'une transaction phare, une vraie transaction. Une transaction que tout le monde pense être impossible à faire dans notre pays. Il nous faut une transaction qui va soudainement faire réfléchir les investisseurs et dire tiens, ça met l'Algérie sur la carte. Et ça crée une émulsion instantanée. Donc on en a plein de ces transactions. Je vais donner en vrac le projet intégré de phosphate, qui a des ramifications absolument gigantesques en Algérie dans tous les domaines associés au phosphate. Et qui a des retombées agricoles, des retombées sur de la pharmacie, des produits chimiques, by the way, éplorées sur les différentes formes d'hydrogène, qui crée une infrastructure ferroviaire et portuaire qui peut être monétisée par d'autres types de transactions. Tout ça crée tout un écosystème. Les mines de zinc de Béjaïa, transaction qui est bloquée depuis 12 ans, ou plus. C'est probablement une des plus grosses mines à ciel ouvert de zinc sur la planète, avec un prix des matières premières en explosion. Les mines de fer du sud-ouest algérien. Ces mines de fer doivent faire partie d'un écosystème régional. On ne peut pas déployer les mines de fer à une telle distance sans qu'il y ait une collaboration potentielle avec le Maroc, avec la Mauritanie, le Sahara occidental, d'autres pays autour avoisinants, tout un écosystème sidérurgique métallifère. Je peux continuer à l'infini de transactions de ce type. Il faut choisir une ou deux transactions et il faut les faire.
Et il faut les faire dans les règles de l'art, transparentes, avec une gouvernance bien structurée. Et ces transactions vont servir de transactions phares qui va catalyser le reste de l'investissement. Dans le domaine de la fintech, la restructuration des banques publiques algériennes, c'est un pays assez particulier. En fait, toutes les banques algériennes sont publiques et toutes les banques privées sont étrangères. Il n'y a aucune banque privée algérienne. C'est une situation complètement anormale. On ne peut pas s'attendre à ce que l'État soit actionnaire de toutes les banques nationales, ou quand je dis nationales, de toutes les banques algériennes. Ça n'a pas de sens. Donc il faut développer, il faut débloquer ces choses. Le marché obligataire, nous sommes probablement un des rares pays qui finance les grands groupes nationaux par l'intermédiaire de la somme de bilan de ces banques. Ça n'a aucun sens. Normalement, les grandes entreprises nationales se financent sur un marché obligataire qui lui-même va avoir comme clientèle des banques, des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs nationaux, étrangers, des particuliers, des assurances-vie, des sociétés d'assurance, des trésoriers de sociétés privées et publiques, etc. etc. C'est là où on finance les grandes entreprises. Les grandes entreprises internationales ne se financent pas sur la somme de bilan d'une banque. Par contre, les banques utilisent la somme de bilan pour financer les PME. Ça n'a aucun sens que Sonalgaz soit financé par la BNA ou que Sonatrach soit financé par la BEA. En fait, c'est un modèle économique ancien, ça existait avant, ça a implosé plusieurs fois. C'est le modèle japonais, qui n'a pas survécu au premier choc financier japonais. C'est le modèle Metallgesellschaft-Bank en Allemagne. C'est un modèle révolu qui n'existe plus. Et ça, il faut le résoudre. Donc, ça aussi peut constituer une frappe chirurgicale ou un électrochoc. À un moment donné, il va falloir prendre une décision. Si on veut avoir une économie de marché, nous devons créer un marché. Ou alors, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire une économie de marché, et on garde une économie planifiée. Il faut se déclarer, excusez-moi, il faut se déclarer être la Corée du Nord. On est la Corée du Nord, on ne veut pas, voilà, et c'est tout. Mais il y a un moment, il faut qu'on choisisse. Le problème, c'est qu'un investisseur étranger récemment me disait « J'adorerais investir en Algérie, mais la question c'est est-ce que les Algériens veulent de moi ?» Parce que j'ai pas l'impression qu'ils veulent de moi, parce que rien n'est fait pour que je vienne. Donc voilà la réalité. Donc je pense que l'électrochoc, il est culturel. Et j'aime bien la phrase de Sofiane Khatib quand il a parlé du mix énergétique et du développement des nouvelles formes de molécules, notamment de toutes les formes d'hydrogène qui vont de jaune à bleu, de gris à rose et vert. En 1964, nous avons pris un risque énorme. Il n'y avait pas de marché de GNL. C'était une technologie complètement nouvelle que personne n'avait testée. Nous, en tant que nation, avons pris le risque d'investir dans un marché qui n'existait pas. Nous avons créé ce marché. Donc l'électrochoc, c'est de revenir à l'esprit que nous avions à ce moment-là, où nous osions prendre des risques. Merci beaucoup pour vos propos qui sont très pertinents. Peut-être que, je ne sais pas si M. Khateb est toujours en ligne, mais s'il souhaite intervenir, une dernière intervention. C'est Sofiane ? Oui, je suis encore en ligne. Attendez, laissez-moi modifier le système. Alors, oui, donc j'ai donné quelques tendances, mais ce sont des tendances lourdes, ce sont des tendances qui vont affecter notre capacité d'exportation sur ces 15-20 prochaines années. Mais ce sont des tendances qui impliquent une capacité de décision aujourd'hui et aussi une capacité de mener une stratégie. Je ne sais pas si on a encore un ministère du plan, mais si on n'en a pas, on devrait en avoir. Il faut vraiment avoir une vision à long terme vu les changements qui s'opèrent. Nous avons parlé des énergies et comment ces nouvelles énergies sont en train d'affecter toutes les grandes majors. BP, par exemple,
ne sera plus la même BP dans 10 ans. Ce ne sera pas la même compagnie. Mais toute cette situation affecte aussi les secteurs miniers. L'Algérie a un énorme potentiel minier non exploré. Il n'y a qu'à voir les dimensions de notre pays. L'élan d'électrification implique une nécessité de métaux de base, comme le cuivre, le zinc, l'aluminium, énorme. D'ailleurs, si on voit l'évolution sur les marchés de ces métaux, aujourd'hui, ils ont atteint un prix plus élevé qu'avant la crise Covid. Donc les marchés sont déjà en train de décompter cette nécessité de métaux basiques. Et pour faire une mine aujourd'hui, nous avons besoin de 7 à 8 ans. Donc, pour décider de faire une mine, d'amener un partenaire international pour que cette mine soit opérationnelle, on aura besoin en Algérie de 8 ans. 8 ans, c'est énorme. Il faut commencer aujourd'hui. Donc voilà. Merci, c'est Sofiane. Professeur, un dernier mot peut-être? Oui. Je vous en prie. Bon, rapidement, hein, moi pour répondre tout à l'heure à la remarque qui a été faite par notre ami, notre compatriote concernant les TIC, effectivement, parmi les facteurs clés de réussite des JV, il va de soi que les infrastructures, quand je parle des conditions réglementaires, de l'environnement institutionnel, et, bien entendu, ça intègre également les conditions en termes d'infrastructures pour pouvoir attirer les investisseurs potentiels. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur cette notion d'observatoire parce que je me suis vraiment confronté aujourd'hui, si on veut mener vraiment une étude sérieuse sur le marché algérien, on se trouve confronté à un gros problème, c'est celui de la disponibilité des données. Et je pense que pour faire avancer parfois les choses de manière très pragmatique, il faudrait qu'on puisse disposer d'études et en l'occurrence ici, et je pense que le CNES à ce niveau-là, il pourrait jouer un rôle important puisqu'on a vu, on l'a dit et redit, vraiment le développement du pays passe par la constitution de joint venture et je pense que c'est un élément prépondérant. Après, bon, le reste des recommandations, je les ai faites. Bon, ce sont vraiment des recommandations de terrain, ce n'est pas des recommandations, on va dire, académiques. Hein. C'est fondé vraiment sur une étude qui a été menée sur le terrain. Et moi, j'invite à ce qu'on se penche réellement sur ce problème. Là, on dit, pour répondre à monsieur le directeur général de l'ANDI, moi, j'ai eu la chance d'être j'allais dire confronté, c'est pas le terme, mais j'ai eu la chance de travailler même un peu avec l'ANDI. Et il est vrai que souvent, on a l'impression que l'investissement en Algérie il est très bureaucratisé. Et que je rejoins un petit peu mon collègue de tout à l'heure, je pense que c'est Yassine ou le premier intervenant, qui disait que finalement il faut laisser un petit peu la liberté d'initiative et que la JV ne passe pas forcément par des partenariats public-privé, étranger avec un partenaire privé. On a l'impression que c'est simplement ça. Il faudrait créer les conditions justement qui permettent à ces entreprises qui ont envie, hein, je dirais, qui ont envie de s'impliquer dans une co-entreprise, de disposer de toute la liberté d'aller vers le privé. Après, voilà, effectivement, c'est facile à dire, mais après, voilà, il faut créer les conditions pour ça. Voilà pour ce que je voulais ajouter concernant. Je vous remercie, professeur, merci beaucoup. Je pense, avant de clôturer, je pense que M. Kananji, M. Thierry Kananji est toujours en ligne. Ok, il est parti. Donc, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je remercie l'ensemble des intervenants. Donc, je suis en ligne. Allez, un dernier mot peut-être. Allez-y.
Un dernier mot, peut-être, M. Kalangi. Allô? Oui? Non, je ne sais pas si vous souhaitez... Bon, oui, J'avais aussi ton ligne. Hein. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous remercier sincèrement pour nous avoir associés à cette réflexion. L'organisation était vraiment impeccable. Très impeccable. Tout s'est passé comme si les Covid n'existaient pas. Et donc, nous nous engageons à être toujours aux côtés de l'Algérie et de travailler ensemble. Chaque fois qu'il y aura des événements pareils, ne manquez pas de nous associer. Nous allons tous travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre participation. Merci à tous les intervenants, merci à tous les présents. Donc, sans plus tarder, on ne va pas trop vous retenir. On a remis un peu, disons, une synthèse des recommandations ou des conclusions des différents ateliers. Pardon. Oui, oui. Il reste en ligne, tout le monde reste en ligne. Oui, oui. Donc je disais que on m'a remis un document donc, pour partager avec vous un peu les différentes recommandations et conclusions donc, qui ont été faites au courant de l'après-midi, donc au niveau des 4 ateliers qui ont été organisés. Et en fait, en lisant un petit peu cette synthèse, je trouvais que bon, les conclusions sont vraiment partagées qui versent dans le même sens ou dans la mesure où le constat est fait au niveau de la communication donc, de certaines institutions, notamment gouvernementales, mais également privées ou publiques. Et donc il y a cette espèce aussi de vulgarisation des dispositifs, parce qu'il y a beaucoup de réformes. Moi, hier, quand je lisais un peu le nombre de textes qui a été produit durant les 18 derniers mois par le gouvernement sortant, c'est vraiment phénoménal. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de réformes et de mesures qui ont été prises, notamment réglementaires ou légales. Et donc, on mériterait, disons, de communiquer un peu sur cet aspect-là pour assurer les investisseurs nationaux et étrangers. On revient aussi à chaque fois sur la notion de guichet unique. On parle de guichet unique numérique, donc une sorte de plateforme pour la prise en charge des doléances des investisseurs. Bon, on parle des JV, mais c'est une plateforme qui peut être élargie à l'ensemble de l'interaction des opérateurs économiques, notamment dans le domaine de l'investissement avec les instances gouvernementales. Et également donc, la problématique du foncier qui a été largement traitée. Et encore une fois, ce qui est recommandé, c'est la simplification donc de l'attribution du foncier au profit des opérateurs économiques. Effectivement, des projets qui sont en cours de maturation au niveau des départements ministériels concernés, mais il est vrai que cette mesure-là peut être bloquante envers, disons, toute l'attractivité de l'économie nationale. On va peut-être passer sur ça. Donc, révision de l'arsenal juridique en faveur du développement de l'investissement dans le cadre des modèles économiques arrêtés par les pouvoirs publics. La mise en place d'une plateforme multisectorielle, encore une fois, donc on revient vers les plateformes interactives pour une banque de données du foncier économique, donc on revient au foncier. Prévoir, et ça c'est très important, un manuel ou guide d'investissement algérien, donc intersectoriel. Il y a également la notion de vulgarisation à travers des plans de communication des décisions, on en parlait tout à l'heure, de l'État en termes de modèles économiques arrêtés. Facilitation des transferts, mais la mesure a peut-être été, disons, reprise dans 2 ou 3 ateliers. Et là, c'est un peu la fluidification un peu des flux de capitaux, donc à en faire la sortie. Il y a d'ailleurs une recommandation qui parle un peu de cette nécessité de revisiter la réglementation de change, qui, au bout d'un certain moment, on devient un peu prisonnier de cette réglementation, et donc assurer la stabilité pour instaurer un climat d'affaires en faveur de la promotion de l'investissement. On a beaucoup parlé de marché financier, de relance, de redynamisation du marché, de recours au marché pour le financement notamment des grandes entreprises.
Et également, il y a des recommandations qui suggèrent un peu la mise en place ou l'encouragement de création de banques d'affaires, également de sociétés de capital risque. Et donc, c'est ce paysage financier qui mérite un peu d'être étoffé par un certain nombre d'institutions financières qui existent, mais qui ne sont peut-être pas assez, présentes sur le marché. Et cet impératif, de redynamiser le marché financier, la bourse notamment, pour que ça puisse être un réceptacle pour les sorties des investissements étrangers, mais également des investissements privés ici en Algérie. Il y a peut-être un certain nombre de recommandations qui sont assez précises. Révision du règlement 04-2000, ou 2004 de la Banque d'Algérie relatif à l'investissement en portefeuille des étrangers. Révision du décret exécutif 13-320 de septembre 2013, actuellement ce décret limite l'échéance des avances mises en œuvre des filiales à 3 seulement. Révision de la réglementation de change, ça revient encore une fois, et plus de communication et vulgarisation sur les avantages de la suppression de la règle 51-49. C'est une règle qui a pendant longtemps été, constituée une sorte de contrainte à l'investissement de manière générale, et elle a été supprimée. Et c'est passé quasiment peut-être inaperçu. Et il y a une certaine communication à faire dessus afin que les investisseurs soient rassurés et que les pays. Moi j'ai vu que, par exemple, dans le rapport de la Q7 qui a été publié avant-hier, je pense, ils ont repris ça dans le rapport, et ça c'est assez positif pour que ça puisse être partagé d'une manière importante. On a parlé aussi de restructuration du secteur bancaire, cette espèce de domination un peu exagérée, j'allais dire, des banques publiques, qui constituent pratiquement plus des 9/10 du marché, et cette ouverture à un certain moment par rapport au privé, d'ailleurs c'est une orientation du président de la République, où le marché devrait, être revisité afin qu'il y ait un peu plus d'acteurs, notamment privés, algériens mais également internationaux. Et création de banques d'affaires, la mise en pratique des mesures de couverture de change au niveau des banques commerciales, toutes les problématiques de risque de change, il y a des textes qui ont été mis en place, mais je ne sais pas si le marché de change à terme a été actionné, et donc il y a quand même matière à travailler dessus. Redynamiser le marché financier. Je vais finir peut-être par 2 ou 3 points qui sont importants, qui ressortent un peu dans le dernier atelier. C'est alléger la réglementation des changes, donc ça va bien encore une fois. Nécessité d'harmoniser les textes, banque, impôts, loi régissant l'investissement par la création d'un organe dédié à la collaboration avec le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas juriste. Assurer une stabilité juridique, ça revient encore une fois. Il y a peut-être une adaptation de la décision ou la révision de la décision du CNI numéro 8 du 15 octobre qui soumet tout investissement comportant un partenaire étranger à l'accord du préalable du CNI, la loi 69 de ce canton. Et enfin, la 1609, effectivement, mise en place d'un guichet unique susceptible de permettre d'identifier et de choisir le partenaire national fiable. Voilà, donc en substance, voilà ce qui a été recommandé. De toute façon, le document va être retravaillé et il y aura une reprise intégrale de l'ensemble des recommandations qui ont été formulées. Et ce document va faire également l'objet d'un rapport qui va être, remis à un certain niveau de responsabilité. Et pour finir, j'inviterai peut-être M. le Président du CNESE à donner un dernier mot. Et je vous remercie et au plaisir de vous revoir. D'accord. Aujourd'hui, journée combien riche et complexe. Et donc, je remercie tous les participants qui ont pris part aux travaux, différents travaux, durant la matinée, dans les ateliers aussi, dans cette session plénière de l'après-midi. Oui, je remercie aussi le staff du CNES qui a beaucoup travaillé sur l'organisation depuis pratiquement 2 mois.
Donc 2 mois de recherche et d'études et de préparation et de contact, et qui sont là les 2 chefs de division, les directeurs d'études, directrices d'études, chefs d'études et techniciens aussi. Alhamdoulilah, ils ont fait l'effort nécessaire, parce que c'est une série séquentielle, donc, qui porte sur un certain nombre de thématiques qui concernent la politique publique économique algérienne dans sa globalité. Donc les thématiques sont au nombre de 10, et on vient de terminer donc, la thématique numéro 5. Donc il restera 5 au total qu'il faut dérouler au cours du mois, jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, pour ne pas on ne va pas vous retenir plus. Je remercie nos amis qui étaient en ligne depuis le matin et qui sont là. Jamal Gharib qui nous a beaucoup aidé de la Banque islamique de développement. Et Yassine Bouhara aussi, Malik, Sofiane Khatib, Thierry, notre ami donc, du Congo. Je connaissais donc Thierry Calongé quand il était secrétaire général du COMISA, donc la communauté économique régionale. Et je pense que je la considère la première en Afrique, point de vue performance économique. Maintenant, il y a la SADC, je pense en Afrique du Sud. Merci Thierry pour donc, ta contribution. Merci à Jamal aussi pour son aide précieuse. Et à nos compatriotes, bien sûr. Je réitère donc mes remerciements à Yassine, à Faudil ce matin, à Chaban aussi, qui était avec sa présentation magistrale autour de la GV comme étant un élément de transfert de technologie. Et on a Sadiq aussi qui a fait aussi une brillante intervention ce matin. On a aussi, nous avions écouté avec notre ami, collègue de l'Inde, aussi autour de cette question des GV. L'Inde, un des BRICS, et un pays pivot dans la région, et on a beaucoup donc l'Inde constitue pour nous donc une source d'expériences réussies dans le monde. Donc, on doit se pencher davantage sur les expériences des pays émergents tels que la Turquie, l'Inde, le Brésil, la Chine aussi, la Russie, etc. Je remercie aussi les différents partenaires qui ont contribué fortement donc, et massivement à la réussite de cette rencontre, et plus particulièrement donc, les ministères, les agences spécialisées donc, du gouvernement algérien, et aussi les membres du gouvernement sortant, et qui ont fortement aussi contribué donc, à l'organisation et l'organisation aussi à la structuration notamment des ateliers. Monsieur Boudiaf pour l'atelier travail des expatriés, et notamment c'est le frère qui sera futur membre du CNES pour l'atelier GV, technologie IT et TIC en général. Et l'ensemble donc des présidents tels que Ali Bombouzid, les éléments qui représentent aussi aujourd'hui, qui ont représenté les Big Four présents, qui ont participé donc, à l'événement. Donc notre collègue de l'Inde, Azarika, et n'oublions pas notre ami d'Égypte, Mohamed Nek. Merci beaucoup donc pour votre participation. Ce ne sera pas la dernière. Je salue nos compatriotes. Et Inch'Allah, vous serez avec nous dans les prochains événements. Oui, et Bouassida, c'est Malika. J'ai dit Malik. Voilà. Malik, ils insistent. Hein? Donc, Inch'Allah, on se reverra bientôt ici en Algérie, dès qu'on aura fini un peu cette question
de l'installation de notre assemblée, et surtout avec la levée des confinements, toute cette équipe, Inch'Allah, Yassine, Thierry, Malik, Khatib et Jamal, et l'ensemble aussi des intervenants de ce matin. Vous êtes les bienvenus en Algérie à partir du mois de novembre pour un événement important qu'on ne va pas déclarer aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne fin de journée, bonne soirée et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.